Exactement 18h pile à Bamako et partout au Mali. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous dominical. Dans le cadre de la célébration de l'anniversaire d'Imam Ali, le club des amis Imam Ali Alassako Djamasako de la commune rurale de Mouribabougou a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Courant pour la paix et la stabilité du pays, couplée à la pose de la première pierre du siège du comité Ansar de Mouribabougou. La dite cérémonie s'est déroulée ce samedi 8 novembre 2025 dans l'enceinte de la cour de l'école publique de Mouribabougou avec en présence de la famille chérifienne, notamment Mme Aïdara Tanti Adjaratou Tunkara, marraine des festivités d'Imam Ali, et Seyd Iba Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, Lala Kouyaté et Ibrahim Koulibaly. Pour cette cérémonie, il s'agissait d'implorer la clémence divine du Tout-Puissant pour la stabilité du Mali, ainsi que la cohésion sociale et l'unité des Maliens, eu égard à la situation préoccupante qui traverse notre pays. Pour la circonstance, plusieurs invocations ont été faites, à savoir la récitation de la sourate Yassi 41 fois à 3 reprises. En plus de l'intervention des prêcheurs Oudougou sur l'importance de la célébration du jour de naissance du gendre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi les messages de sensibilisation de la solidarité entre Maliens. Ce qui a motivé la lecture du Coran, qui est la bénédiction, c'est l'état actuel du pays. Parce qu'actuellement, le Mali est confronté à des crises multidimensionnelles qui est visible à l'UNI. Voilà, c'est ça qui nous a motivé à organiser cette lecture du Coran à la population malienne. Et l'union sacrée, quoi. On doit être résilient parce qu'actuellement, notre pays est confronté à des difficultés. Seule l'union fait la force. Je remercie infiniment les guides Assed Chérif Ousmane Madan Haïdara et sa sainte famille chérifienne. Voilà, je remercie toutes les Ansar et puis je remercie tous les membres du fan club Imam Ali Alassako Djamasako. Dans la même veine, la généreuse marraine de l'anniversaire d'Imam Ali, Mme Aïdara Tanti Adjaratou Tunkara, a remis plusieurs sacs de mil aux démunis afin de contribuer au soulagement de leurs besoins familiales. L'éclat de la cérémonie a été rehaussé par l'arrivée du fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Iba Aïdara, qui après son allocution a procédé à la pose de la première pierre du siège du comité Ansar de la commune de Mouribabougou, qui sera construit à hauteur de 90 millions de francs CFA. Nous sommes très comblés pour cet événement, parce que cet événement est marqué vraiment par l'anniversaire de Imam Ali. Donc Imam Ali, et tout le monde sait que c'est quelqu'un vraiment qui a connu et ce qui concerne la religion musulmane. Donc ce qu'il a marqué comme l'histoire, donc tout le monde connaît. Donc on a fait la lecture ce matin et le soir, vraiment on est venu au siège, donc que nous avons accueilli vraiment au fond propre de notre caisse. Donc c'est à cet événement que nous sommes là ce soir pour faire la pose de la première pierre. Vous savez, l'Amsardine est une structure vraiment qui est indépendante. Donc quand on est structure, donc on est obligé vraiment de chercher le siège comme on le fait toujours. Donc je souhaite à tout un chacun, à toutes les autres structures, de chercher le siège comme on l'a fait. Donc notre pays qui est le Mali, là où nous sommes, vraiment la situation que nous affrontons, là où nous sommes, vraiment c'est pas facile. J'invite chacun que nous soyons vigilants, donc ayez pitié, donc faire ce qu'on appelle le socialisme. A rappelé que cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment la chefferie traditionnelle de la commune rurale de Mouribabougou, les leaders religieux ainsi que des milliers de militants et sympathisants Ansar. Cérémonie inaugurale de 3 salles de classe et de logement pour les enseignants de l'école fondamentale de Kouré-Malé dans le cercle de Kangaba ce samedi 8 novembre 2025. La cérémonie qui a enregistré une forte présence des autorités administratives locales et coutumières vise à offrir aux élèves un environnement propice à l'apprentissage et à décongestionner les classes. Nos envoyés spéciaux Khadija Traoré et Abdoulaye Diarra.
La construction de ces infrastructures est le fruit d'un effort conjoint entre les autorités locales et partenaires chinois dans le but d'améliorer les infrastructures scolaires et d'offrir aux élèves de meilleures chances de réussite. Nous remercions d'abord les plus hautes autorités qui ont eu une initiative de redynamiser le code minier en créant un nouveau code minier qui vraiment dans son contenu souhaite une bonne collaboration d'abord entre les entreprises et les villages concernés. Ensuite, il y a le contenu local qui demande à ce que toute société qui vient travailler dans une localité, vous vous entretenez et voir les difficultés du village. Et c'est dans ce cadre-là vraiment qu'on a initié ces différents projets, la construction des salles de classe et des dortoirs pour les enseignants. Et ça vraiment, c'est grâce à la bonne collaboration de nos chefferies villageoises et de la jeunesse aussi, qui ont eu vraiment l'initiative d'approcher ces différentes sociétés dans le cadre du projet de développement communautaire. Plusieurs autres projets sont en cours selon le maire de la localité. Nous avons plein de projets. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'éducation. Sinon, dans le cadre de la santé, ils ont eu à apporter aussi des moteurs, des groupes électrogènes pour l'ASACO, des ambulances et d'autres investissements aussi. On a plein de projets avec la société. Comme nous avons un cadre de travail qui demande à chaque 3 mois qu'on se réunit et qu'on dégage les différents projets à réaliser. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui au niveau de l'éducation. Le directeur de l'école a exprimé sa joie face à ces nouvelles réalisations qui leur permettront de travailler dans de meilleures conditions. Nous apprécions beaucoup les villages à travers ce qu'ils ont réalisé pour l'école et pour les enseignants aussi. Parce que construire une école de 3 classes pour les élèves et 4 logements pour les enseignants, vraiment c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose à avoir très bien et on cherche aussi au village d'améliorer ça, de continuer sur les chemins aussi. C'est un moment historique pour la jeunesse de Koré-Malé qui considère cette initiative comme un atout majeur pour leur offrir un avenir meilleur. Il est important de souligner que ces nouvelles classes offrent désormais un espace propice à l'enseignement, tandis que les logements pour les enseignants permettront de mieux les accueillir et de les inciter à rester dans la localité. La cérémonie a été agrémentée par la prestation d'artistes suivie de la visite guidée des infrastructures. Actualité hors de nos frontières à présent, la Cour suprême de Guinée a publié dans la soirée du samedi 8 novembre 2025 la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, première consultation nationale depuis la prise des pouvoirs du président du général Mamadi Doumbouya en septembre 2021 plutôt. Suivons. Au total, 9 personnalités ont vu leur dossier validé, dont 7 sous la bannière d'un parti politique et 2 indépendants, parmi lesquels figure le chef d'État de transition lui-même. Sur la trentaine de dossiers déposés auprès de la juridiction suprême, une large majorité a été rejetée, faute de parrainage suffisant, de documents incomplets ou de non-conformité aux critères d'éligibilité fixés par le code électoral. Comme attendu, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, a été retenu par la Cour suprême. Il se présente en candidat indépendant, rompant ainsi avec toute affiliation partisane. Cette option vise, selon ses proches, à marquer une volonté d'unité nationale et de neutralité politique dans un pays encore traversé par de fortes fractures régionales et sociales. La Cour suprême a en effet écarté plusieurs figures historiques de la scène politique guinéenne, les candidatures de Lansana Kouyaté, président du Parti de l'Espoir pour le Développement National PDN, et de l'économiste Ousmane Kaba, fondateur du Parti des Démocrates pour l'Espoir PDS, n'ont pas été validées. Si les motifs officiels ne sont pas encore détaillés, des sources proches du dossier évoquent des insuffisances techniques et financières. Parmi les 7 candidats de partis politiques, on retrouve notamment Abdoulaye Kourouma, leader du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, qui s'est dit prêt à affronter le scrutin. Autre personnalité en lice, Mohamed Chérif Tunkara, également candidat indépendant, a exprimé sa grande joie de voir sa candidature validée. Nous allons maintenant montrer ce que nous savons faire avec la campagne qui va commencer. L'ambition, c'est de gagner la présidentielle et de servir la Guinée. Les 6 autres candidats sont Abdoulaye Yero Baldé, Makale Kamara, Ibrahima Abessila, Faya Lansana Milimono, Mohamed Nabé
et El Hadji Bouna Keïta. La liste définitive des candidats sera publiée le 13 novembre après examen d'éventuels recours. Le scrutin du 28 décembre doit permettre au pays de tourner la page de la transition et d'ouvrir une nouvelle ère institutionnelle. La présidentielle s'annonce ainsi comme un test crucial, celui de la sincérité du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Ousmane Sonko promet de poursuivre la reddition des comptes et menace de dissoudre le parti de l'ex-président. Moussa Fomba nous en dit plus. Des milliers de militants se sont rassemblés samedi à Dakar pour Terra Meeting d'Ousmane Sonko, président du parti au pouvoir PASTEF, les Patriotes. La dette publique est évaluée à plus de 130% du PIB. Le Premier ministre affirme avoir refusé un plan de restructuration imposé par le FMI au lieu du programme de redressement économique. Il a insisté sur la mauvaise gouvernance de ses prédécesseurs, marquée par des détournements de deniers publics. De ce fait, les Sénégalais devront supporter le poids de la dette durant les 3 ans à venir, dont les conséquences demeurent catastrophiques selon lui. Il a réclamé la dissolution de l'APR, parti de l'ancien président de la République. Ousmane Sonko a accusé certains magistrats d'être à la solde de ceux qui ont entraîné le pays dans les difficultés économiques qu'il traverse aujourd'hui. Il a annoncé être en possession du fameux rapport de l'inspection générale d'État, rapport qui lui a valu sa non-candidature en 2024 et qui avait jusqu'ici été dissimulé. Enfin, il a promis de rendre justice à ceux qui ont dilapidé l'argent des Sénégalais en les traduisant devant les tribunaux. Le meeting qualifié dans les médias de Terra Meeting par le parti avait plusieurs objectifs. Montrer que loin des rumeurs de désunion au sommet de l'État, le PASTEF reste uni et puissant, remotiver le corps militant face aux mesures délicates annoncées pour redresser l'économie nationale, lancer un message offensif contre l'ancien régime et les charges qui lui sont attribuées, notamment dans l'affaire de la dette cachée révélée l'an dernier. Dans un discours très marqué, Ousmane Sonko a verbalisé plusieurs angles. Il a dénoncé l'Alliance pour la République APR, parti de l'ancien président Macky Sall, qu'il a qualifié de parti criminel et appelé à sa dissolution. Sur cette question, le Premier ministre sénégalais reste péremptoire. Tous nos mots aujourd'hui viennent de l'APR, de son président et du régime passé. En parlant en ces termes, Ousmane Sonko met en avant le problème de la dette cachée et la nécessité de poursuites pour haute trahison. Le contexte ne prête pas au hasard. En effet, le Sénégal traverse une période difficile sur le plan économique, marquée par la révélation d'une dette cachée massive et par la nécessité d'ajuster les comptes publics. Le discours du PASTEF s'inscrit dans ce cadre, mobilisé face aux efforts qui s'annoncent. Par ailleurs, des rumeurs de tensions internes ont circulé, notamment entre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, également issu du PASTEF. Le meeting a été l'occasion de dissiper ces illusions. Nous ne voyons aucun problème entre Ousmane Sonko et le chef de l'État, jamais, a ainsi déclaré un militant. Voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale avec Khadija Traoré. L'Alliance des États du Sahel accélère la création de son armée conjointe. Les ministères de la Défense du Mali, Sadio Kamara, du Burkina Faso, Célestin Sampaoré et du Niger, Salifou Modi ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour rendre opérationnelle la force unifiée de l'AES. 3 semaines après la réunion des chefs d'état-major qui avaient posé les fondations, commandement, renseignement partagé, coordination opérationnelle, cette nouvelle rencontre, tenue le 7 novembre à Niamey, vise à finaliser le déploiement d'une force régionale autonome capable de répondre seule aux menaces djihadistes dans le Sahel. Dans un contexte marqué par les attaques persistantes du JNIM et de Daesh, ainsi que par la crise du carburant au Mali provoquée par les embargos terroristes sur les convois, les 3 pays réaffirment leur détermination à grandir leur sécurité collective sans tutelle extérieure. Le vice-président du Sénat, chambre haute du Parlement du Nigeria, Barrow Djibril, a exigé que le président américain Donald Trump présente des excuses pour ses déclarations concernant le Nigeria. Rapporté par le Daily Post, il a qualifié d'insultante et d'antidiplomatique l'évaluation que Trump a fait du Nigeria, qu'il a qualifié de pays déshonoré et de pays particulièrement préoccupant. Que le président des États-Unis vienne dire « Vous faites ceci, nous allons vous attaquer et le Nigeria est un pays déshonoré ». C'est tout à fait inacceptable, a déclaré le
politiciens, cité par le journal. Nous estimons qu'il devrait comprendre la gravité de ses propos, les retirer et présenter ses excuses au Nigeria. Selon lui, les propos de Trump ne correspondent pas aux valeurs que les États-Unis prétendent défendre. Aucun dirigeant étranger n'a le droit de proférer des menaces militaires sans fondement, a ajouté l'homme politique. Le 1er novembre, Trump a déclaré avoir ordonné au Pentagone de partager d'éventuelles mesures militaires contre les terroristes islamiques au Nigeria afin de protéger les chrétiens. Auparavant, il avait affirmé que les chrétiens du Nigeria étaient menacés d'extinction et avait promis de les protéger. Le même jour, le président nigérien Bola Tinubu a rejeté les accusations de Trump, déclarant qu'il était erroné de qualifier le Nigeria de pays intolérant sur le plan religieux et que de telles affirmations ne tenaient pas compte des efforts déployés par son gouvernement pour protéger les libertés religieuses et de conscience de tous les Nigériens. Un accord économique initial entre la RDC et le Rwanda à Washington. Le cadre d'intégration économique régionale définit les domaines destinés à favoriser la coopération et le développement économique entre les deux pays, a déclaré le département d'États-Unis dans un communiqué signé le 7 novembre. La signature définitive de l'accord devrait avoir lieu à la Maison-Blanche entre les chefs d'État des deux pays, bien qu'aucune date précise n'ait encore été confirmée. La mise en œuvre de ce cadre économique est conditionné au respect des engagements pris en matière de sécurité, notamment le retrait des troupes rwandaises de l'Est du Congo, la fin des opérations contre le troupe armé Force démocratique de libération du Rwanda, basée en République démocratique du Congo. Des représentants du Qatar et du Togo, médiateurs de l'UA, ont également assisté à la réunion. L'ambassade du Soudan à Moscou appelle à condamner les FCR et rend hommage aux victimes d'El-Fasher. Nous appelons la communauté internationale à désigner les forces de soutien rapide FCR comme une organisation terroriste et à traduire en justice non seulement ses dirigeants, mais aussi tous ceux qui ont contribué à ces crimes, a déclaré l'ambassadeur du Soudan ce 8 novembre lors d'une cérémonie couverte par Sputnik Afrique. Située dans le Darfour du Nord, cette ville stratégique a été prise par les FCR fin octobre. Des massacres de civils ont été signalés par des organisations locales et internationales. L'objectif de cette cérémonie est de dénoncer les crimes horribles commis par les milices rebelles à El-Fasher. Elles attaquent quotidiennement les civils, tuant sans discernement et torturant des personnes, a ajouté Mohamed Siraj. Selon lui, ces crimes sont rendus possibles par le soutien politique et militaire que les rebelles reçoivent des Émirats arabes unis. De leur côté, les Émirats arabes unis nient les accusations de soutien au FCR. Cet événement commémoratif a été organisé par la diaspora soudanaise et l'association des étudiants soudanais avec le soutien de l'ambassade. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et que la semaine qui commence soit couverte de bonheur.